Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. La poussière s'élevait en fine spirale, tandis que le lieutenant Jonas Merrick enjambait une poutre effondrée, ses bottes claquant doucement sur le sol en alliage corrodé. La station d'Olcari était plus une carcasse qu'une structure. Des cadres rouillés pendaient comme des côtes nues, des fils pendaient comme des tendons, et l'odeur, celle d'ozone sec et de liquide de refroidissement ancien, imprégnait chaque surface. Le silence était pesant. Chaque respiration à travers le masque était une intrusion. Puis, 6 mètres plus bas, marmonna le docteur Ilya Rainer, en époussetant les débris de son scanner portable. Sa voix, étouffée par le masque respiratoire, était aiguë, anxieuse. Cette poche thermique est stable. Il pourrait s'agir d'un coffre-fort de données. Merrick fit signe aux autres. 3 autres membres de l'équipe archéologique s'avancèrent avec des foreuses portatives et des bras de fouille. Chaque mouvement résonna dans le vaste silence de la station comme des pas dans une tombe. Aucune mesure structurelle sur les vecteurs d'effondrement, dit Kayla Thorne, l'analyste structurel de la mission, levant les yeux de son poste. On peut percer. Ils commencèrent à découper le revêtement de sol calciné. Des étincelles sifflèrent dans l'obscurité tandis que de fines lignes de lumière filaient vers le bas. Un instant plus tard, dans un grincement métallique, la dalle s'effondra, révélant un cylindre renforcé encastré dans le soupon. De fabrication Olcari, son design est indéniablement cérémoniel. Un filigrane fractal est gravé d'un bleu irisé sur le pourtour, son noyau étant scellé par une serrure hexacode à 7 loquets. « Il semble intact », murmura Rainer en descendant l'échelle aussi vite qu'il l'osait. « Peut être une archive de sauvegarde. Nous la connectons à un relais isolé et récupérons ce qui est encore intact. » Merrick s'accroupit à côté de lui, détachant une unité d'interface compacte. Pas de liaison montante, pas avant de savoir de quoi il s'agit. Pendant la synchronisation, le cylindre vibra, subtilement, comme la respiration d'un prédateur. Des veines bleues illuminaient sa surface. Merrick, éteignez-le. C'est une tactique. Un clic sec l'interrompit. Le cylindre pulsa, puis alarme. L'air vibra tandis que des glyphes d'urgence s'allumaient le long du mur. Une cascade de textes en Olcari défila sur les consoles voisines, s'activant après des décennies d'inactivité. Un glyphe d'avertissement clignota en rouge et jaune, tournant plus vite à chaque seconde. « Autodestruction !» cria Rainer. « Il est verrouillé. Il se croit attaqué. Non, 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 éteignez-la !» hurla Thorne en cherchant son interface. Un gémissement aigu emplit la pièce. Les lumières jaillirent et le sol vibra sous eux. Merrick ne bougea pas. Il regarda l'écran. La séquence échoua. Les lumières vacillèrent. Puis l'obscurité. Le vin s'arrêta. L'espace d'un battement de cœur. Plus rien. Puis des débris tombèrent. René s'effondra sur lui-même. Le souffle court. La sueur perlant sur ses tempes. « Panne système », dit-il, encore tremblant. La station est trop dégradée. La charge n'a pas pu se synchroniser. Merrick l'ignora. Branchez-vous. Tirez tout ce que vous pouvez avant que quelque chose d'autre ne se réveille. Les doigts de Thorne parcoururent l'interface. J'ai des données partielles. Ça a l'air diplomatique. Chiffrement multicouche. Format du territoire terrestre. Isolé et chiffré, ordonna Merrick. Nous ne diffusons pas en mode ouvert. Liaison sécurisée uniquement. Utilisez les protocoles du canal noir. René leva la tête. Tu crois que ça vaut le canal noir ? Quelque chose a essayé de l'effacer, dit Merrick. Ça me suffit. Sur Terre, dans les profondeurs de Genève, un homme se tenait seul devant un écran obscur. Le général Elias Dorn observait un fichier sécurisé décrypté ligne par ligne, chaque caractère projetant des reflets froids sur son visage. La pièce autour de lui était silencieuse. Béton, acier, pas de fenêtre. Seul le faible bourdonnement des systèmes de refroidissement et le léger bruissement du tissu synthétique lorsqu'il déplaçait son poids. Derrière lui, 4 autres hommes se tenaient silencieux. En uniforme, décorés, leurs expressions figées dans une immobilité que seules des décennies d'attente pouvaient forger. Une phrase unique clignotait au centre de l'écran. Ordre Olcari. Classification. Une phrase unique clignotait au centre de l'écran. Ordre Olcari.
classification, abattage stratégique, autorisation, au conseil, confirmation de la source, dit l'un des officiers. Dorn répondit sans se retourner. Vérifiez 3 fois. Les clés de chiffrement correspondent aux journaux de Cold Dawn. Alors ce n'est pas une nouvelle, répondit calmement un autre. Non, acquiesça Dorn. C'est une confirmation. Il tapota la console. La vérité n'a jamais été notre préoccupation, ajouta Dorn. Le timing, oui. Le signal était silencieux, intraçable, chiffré quantiquement. Il bondit de Genève jusqu'à la banque orbitale du point de Lagrange 4, puis rebondit jusqu'à un relais à haute altitude déguisé en réseau de surveillance météorologique en orbite autour de Titan. De là, il atteignit le nœud final, loin au-dessus de la surface de la Lune, à l'intérieur d'un satellite cylindrique indéfinissable, officiellement connu sous le nom d'unité de surveillance météorologique 14 Bravo. Une lumière verte vacilla une fois. Un processeur inactif s'est activé. Le système a traversé 10 couches de sécurité, puis a transmis une seule ligne de code à sa matrice de commande enfouie, confirma Shadow Delta. Sous la surface, dans des compartiments cachés sous des décennies de camouflage thermique, les verrous magnétiques se sont déverrouillés avec un léger claquement métallique, les lignes de signaux se sont reconnectées, les réseaux de relais se sont activés. Et, d'un seul coup, des dizaines de sous-systèmes d'installation apparemment sans rapport entre elles, répartis sur le réseau solaire, enregistrèrent la même instruction. Ni un appel aux armes, ni une demande de mobilisation. Un rappel. Dans une petite station relais sur Encelade, un technicien jeta un coup d'œil à son écran et fronça les sourcils. Pic de télémétrie sur la bande orbitale 3, dit-il à personne en particulier. On dirait du code fantôme. ESMA. Il se pencha en avant, puis l'écran se stabilisa, l'anomalie disparut. Il se frotta les yeux. Étrange. De l'autre côté du couloir, son supérieur haussa les épaules. Écho solaire. Ignorez-le. De retour dans le bunker de Genève, le général Dorn se tourna vers les autres. Sa voix était basse. Initiez une synchronisation non perturbatrice. Un jeune assistant s'avança du côté de la pièce. Général, devons-nous informer le commandement civil ou le conseil stratégique? L'expression de Dorn ne changea pas. Ils sauront quand cela comptera. Les autres hochèrent la tête en silence. Aucune protestation. Aucune question. Dorn se retourna. Sur l'écran, une carte des colonies Olcari connues tournait lentement, marquée de dizaines de symboles, certains familiers, d'autres bien plus anciens. Il posa une main gantée contre la vitre. « 31 ans », murmura-t-il. Personne ne répondit. De retour sur la station Olcari abandonnée, Merrick observa le dernier paquet de données cryptées terminer son transfert. Il jeta un coup d'œil à la chambre. René était toujours pâle. Kayla s'était tue, son attention fixée sur les runes effacées du cylindre. « Ça va ?» demanda Merrick. René s'essuya le front. « Si je vis encore 100 ans, je ne veux plus entendre ce bruit. » Merrick ne sourit pas. Il tendit la main vers le communicateur. C'est l'équipe Echo Black qui commande. Récupération terminée. La charge utile confirme l'autorisation hostile directe du Haut Conseil. Transfert sécurisé en cours. Recommandez une élévation immédiate au protocole Black Mirror. Une voix répondit quelques secondes plus tard. Claire. Masculine. Impassible. Une voix répondit quelques secondes plus tard. Claire. Masculine. Impassible. Accusé de réception. Echo Black. Prêt à contenir. Aucune autre action n'était autorisée sans examen du commandement. Merrick s'appuya contre le mur et leva les yeux vers les nervures apparentes du plafond, le sombre réseau de circuits oubliés, la patience infinie d'une structure inerte. Quelque part dans une autre pièce de la station, quelque chose s'éteignit. René rompit à nouveau le silence. Qu'est-ce que cela signifie? À votre avis? Merrick ne répondit pas tout de suite. Il se tourna lentement, comme s'il entendait quelque chose au loin, puis regarda l'homme droit dans les yeux. Cela signifiait que la partie était terminée. Arrêtons de faire semblant. Les archives avaient été envoyées. Le satellite avait clignoté. Quelque part, des systèmes immobiles depuis des décennies s'agitaient. Ailleurs, des hommes observaient des horloges sans chiffres. Au-dessus de la carcasse d'une station Olcari, la poussière continuait de se déposer. Mais en dessous, quelque chose de bien plus ancien s'était déjà réveillé. 31 ans plus tôt,
Bien avant que la poussière ne retombe sur la surface carbonisée de Burnick 5, avant qu'Atri ne libère le vide à travers les dômes brisés, la Terre avait déjà percé à jour le mensonge. Pas une théorie, pas un soupçon. Télémétrie précise. Signature des moteurs. Triangulation vectorielle des satellites à longue portée. Les trajectoires des armes ne correspondaient à aucun groupe de pirates. Les schémas d'explosion étaient trop disciplinés, identiques dans la méthode, identiques dans le message. Il savait. Le général Arthur Vex resta seul dans les premières heures qui suivirent la disparition de Lowell, sans s'affliger, calculant. 3 points de la colonie clignotaient en rouge sur une carte du ciel. Chaque clignotement, une mesure. Chaque perte, une nouvelle variable. Pas de discours, pas d'indignation. Juste le léger mouvement d'un écran, 3 points de colonie clignotant en rouge sur une carte du ciel. Son assistant, alors jeune et secoué, avait murmuré « Représailles ». Vex n'avait pas répondu immédiatement. Il avait simplement appuyé sur un nœud de la carte intitulé Relais agricole à triste état. Puis, il avait dit « Non, pas encore. On l'enterre ». Et à partir de ce moment, la Terre s'était préparée à une guerre qu'elle n'annoncerait jamais. Et dès lors, la Terre commença à se préparer à une guerre qu'elle n'annoncerait jamais. Dans la colonie martienne de Tel Aven, une usine de traitement hydroponique fut achevée avec 5 mois d'avance. Sa charte publique prévoyait la transformation d'algues nutritionnelles et la surveillance des cultures. Des silos souterrains renforcés prirent forme, sur 10 niveaux de profondeur, masqués par du béton thermoneutre et enrobés d'alliages diffusant les ondes radar. Pas d'alarme, pas de banderole. Un entrepreneur civil a signé le contrat avec une prime. Sur la lune minière Delphi Carne, les épurateurs atmosphériques ont été modernisés pour gérer les variantes du carbone. Ces améliorations étaient en réalité des générateurs de champs conçus pour créer des zones mortes de capteurs sur plusieurs kilomètres. Les ingénieurs les appelaient couvertures d'ombre. Les inspecteurs ont reçu des rapports détaillés sur les gains d'humidité. Dans les installations de Kuiper, une tour relais déguisée en observatoire scientifique a commencé des tests d'interconnexion silencieux avec un réseau de communication à 3 secteurs au-delà de la zone neutre. Aucun journal officiel n'a enregistré les transmissions. Aucune console civile n'a pu lire leur schéma de modulation. Ce n'était pas une tromperie, mais de l'architecture. Dans le secteur 9, au cœur de la station polaire d'Eridan Prime, un garçon récitait des protocoles de navigation devant une console qui n'affichait aucune étoile, juste des quadrants codés par couleur. Avec des centaines d'interrupteurs silencieux, il s'appelait Rion Vex. Il avait 15 ans. À côté de lui, un homme aux traits ridés et aux yeux fatigués désignait un secteur clignotant en vert pâle. « Quand ils bougeront, dit l'instructeur, ils passeront par ce couloir. » Rion n'acquiesça pas. Il ne posa aucune question. Il demanda simplement « Qu'est-ce qui s'active là ?» L'homme répondit sans émotion. « Rien, jusqu'à ce que vous disiez le contraire. » Plus tard, dans la soirée, Rion se tenait devant un autre écran. Le centre d'entraînement n'avait ni horloge, ni quartier personnel, seulement des rotations, des coordonnées et des leçons. Rion ne demandait jamais où allaient les autres la nuit. Celles-ci montraient des frontières diplomatiques, des lignes épurées, des couleurs vives, des noms qui évoquaient des traités et des alliances. « La carte est fausse », dit-il à personne. Son instructeur s'approcha de lui en silence. Rion fit un geste vers les fausses frontières. « C'est du vernis. Et la vraie carte ? Des chemins vectoriels, des contraintes de ressources, des zones de repli. » Il regarda par-dessus son épaule, déterminé. L'instructeur ne sourit pas. « Bien, alors, apprenez ceci aussi. L'intention est masquée par le compromis. Les traités brouillent l'élan. Les Olcaris diront la paix, mais ils pensent que la rotation est synonyme de propriété. Les Olcaris s'étaient toujours habillés de manière minimaliste. Une peau d'argile froide, gris cendré aux nuances bleutées, des robes colorées en mailles translucides, des membres allongés et biarticulés. Leurs yeux, entièrement noirs, clignaient latéralement, et ils clignaient souvent, espèce nerveuse malgré leur condescendance. Ils visitaient les stations diplomatiques de la Terre avec un décorum parfait, parlaient d'un ton mesuré, feignaient l'horreur du passé. Mais chaque inspection Olcari suivait le même schéma. Retard, rapport, autorisation.
Puis observation. À Genève, ils étaient escortés par des civils en costume repassé, poignées de main, sourires, présentations holographiques. Dans la ceinture d'astéroïdes, cependant, où Olcari se voyait montrer des fermes orbitales, ils n'avaient jamais réalisé que les capsules de récolte pouvaient se replier pour révéler des emplacements pour canons électriques. Ils observèrent des enfants poursuivre des drones qui étaient en réalité des munitions guidées par IA, programmées pour ne réagir qu'à des signaux ADN vocaux. Sur Zeta Coldreach, ils furent invités à observer le refroidissement d'un réacteur à excavation profonde. Lorsqu'une vanne thermique céda en cours de mission, les Olcari hésitaient. Un technicien humain redirigea manuellement la pression, se brûlant les deux mains. L'inspecteur a constaté un vice de procédure. Le technicien n'a jamais rédigé de rapport. Ils ont enregistré les relevés thermiques et approuvé les rapports d'impact environnemental. Ils n'ont jamais analysé les champs magnétiques, ni réalisé que le cœur était un berceau de propulsion, abritant 3 vaisseaux de guerre légers sous des tonnes de blindage. Chaque année, les Olcari signaient une nouvelle clause, un nouvel avenant, une nouvelle prolongation. À chaque fois, la Terre concédait juste ce qu'il fallait. Et à chaque fois, un nouveau nœud était cartographié, une autre grille mise à jour, un autre site civil devenait une installation fantôme. Pas d'alarme, pas de trahison, juste de la précision. Rion, plus âgé maintenant, se tenait dans une salle de commandement quelconque, sans insigne. Derrière lui, une nouvelle génération d'officiers examinait des projections non étiquetées, seulement codées par couleur. Chacun grandit au sein de l'architecture. Chacun croyait que le silence était normal. Il s'avança au centre de la pièce et ouvrit une carte projetée de la main. Les colonies, les zones neutres, les voisins cordiaux. Il tapota une étoile bleue dans la zone d'Olcari et la vit devenir grise. « Est-ce une nouvelle cible ?» demanda le lieutenant Samuel Brecht, debout derrière lui. « Non, » dit Rion. « C'est un nœud d'étalonnage. » Samuel désigna la carte. « Et les systèmes environnants ? Ils sont déjà alignés. Une seule activation les déclenchera tous. Tu sauras quoi activer le jour venu. Et si ce n'est pas le cas, ce sera le cas. Pas de feu, pas de serment, juste une relation de cause à effet. De retour dans le théâtre diplomatique de Central Dipl, au-dessus d'Arcadia Prime, les représentants de la Terre s'inclinèrent avec une précision maîtrisée. Une prolongation de traité était en cours de signature. Les Olcari souriaient, leurs mandibules tremblantes, leurs robes flottant autour d'eux comme de la vapeur. Ils croyaient que la patience de la Terre était due à l'épuisement. Ils n'avaient rien vu. L'un des inspecteurs, Victel, pâle même pour les Olcari, se pencha vers un ambassadeur humain. « J'ai examiné les stabilisateurs atmosphériques de Duron 4, dit-il. Efficace, mais primitif. L'ambassadeur Kent hocha poliment la tête. « Nous faisons ce que nous pouvons. »« Vous cachez bien votre force, » dit Victel doucement, presque amusé. Kent sourit. « Non, conseiller. Nous sommes juste très mauvais à la guerre. » Derrière lui, la transmission à la commission de sécurité mettait un secteur marqué en rouge à l'état « prêt ». Les enfants des avant-postes de la colonie apprenaient à assembler des régulateurs de pression, véritables points d'ancrage cinétique secrets. Ils grandissaient dans des habitats conçus pour l'endurance, apprenaient des exercices déguisés en routine d'urgence civile. Aucun enfant ne parlait de guerre. Aucun parent ne remettait en question la régularité des tests de silence. Génération après génération, ils assimilaient ces schémas. Les administrateurs civils recevaient des rapports étiquetés pour la conformité énergétique interne, des feuilles codées indiquant quand couper l'alimentation, quand réacheminer les communications, quand changer de fournisseur d'approvisionnement. Aucun d'eux ne s'était jamais demandé pourquoi. Ils n'en avaient pas besoin. 3 décennies s'étaient écoulées. Et pourtant, la Terre n'avait pas riposté. Toujours aucune déclaration. Mais dans l'orbite silencieuse au-dessus de Titan, l'un des vieux satellites clignota à nouveau. Et sur chaque fréquence sécurisée, un signal circulait en modulation fantôme, inoffensif pour les non-initiés, reconnaissable entre 1000 pour ceux qui y étaient nés. Ils n'appelèrent pas cela la guerre. Ce n'était pas nécessaire. Le système était éveillé, il écoutait. Et quelque part, au plus profond de la galaxie, il commençait à se souvenir. L'annonce d'Olcari arriva sans prévenir. 3 systèmes, évacuation immédiate, invoquant une directive sur le déséquilibre des ressources approuvée par leur conseil écologique interne. Le message, transmis par des canaux diplomatiques à plusieurs niveaux, était enveloppé dans des mesures de sérénité bureaucratique,
des prévisions de durabilité, des horaires de transit, aucune référence à la souveraineté, aucune mention de consentement. Les trois systèmes étaient des vendeurs sur trois Condor Reach et Aldus Verge, des colonies tranquilles enfilées comme des points de pression le long de la colonne vertébrale extérieure de la Terre. Seul rond alimentait le réacteur en liquide de refroidissement pour la ceinture, Condor relayait les impulsions de données vers les zones neutres, Aldus alimentait en convoi d'eau la colonne vertébrale commerciale, colonie silencieuse, efficace, discrète, mais stratégiquement positionnée entre l'espace contrôlé par les Olcari et les voies commerciales indépendantes. Le communiqué officiel se concluait par une phrase que les Olcari utilisaient souvent pour se montrer conciliants. La conformité garantira l'harmonie. Au bureau diplomatique de la Terre, en orbite à Genève, personne n'a élevé la voix. Les écrans sont restés allumés. Les conseillers se sont penchés sur des tablettes silencieuses. Les assistants se sont déplacés sans parler. En quelques minutes, la demande a été examinée, catégorisée et soumise au secrétariat stratégique mondial pour examen. La ligne publique a été libérée 2 heures plus tard. La demande est à l'étude. Derrière des portes closes, 3 hommes étaient assis dans une salle d'observation pressurisée, sans liaison directe. L'un d'eux, le directeur Marcus Eden, s'est penché en avant et a dit « Il teste le temps de réponse ». En face de lui, le commandant Rion-Vex ne répondit pas. Ses yeux restèrent fixés sur les projections orbitales suspendues entre eux. 3 nœuds clignotants, une impulsion par seconde, identique à l'interface que son père avait observée 30 ans plus tôt. Le langage est prudent, dit le colonel Seth Marin assis à côté de lui. Pas d'agressivité, mais l'exigence est absolue. Ils nous mettent au défi de la rendre publique, ajouta Eden. Si nous protestons trop bruyamment, nous semblons instables. Rion finit par parler. Alors, nous n'objectons pas. Nous leur montrons ce que signifie réellement « stable ». Il se leva. Appelez le Conseil. L'Assemblée du Conseil galactique se tint à bord d'Argelion, une station citadelle neutre flottant dans la drift neuve de Lagrange. Elle était ancienne selon les normes humaines. 7 siècles de traités et d'effondrements, d'articles réécrits et de chartes rétractées. La salle du Conseil était un dôme de pierre noire et de verre cinétique, dont les hautes arches vibraient d'une douce bioluminescence émise par des fils de corail liés, une technologie offerte des siècles plus tôt par le Sayural, une espèce disparue. Des représentants de plus d'une centaine d'espèces occupaient les sections qui leur étaient attribuées, chacune conçue pour répondre à des besoins atmosphériques, gravitationnels et sensoriels différents. Le siège de la délégation humaine, placé à l'extrême droite de l'arc principal, resta vide à l'ouverture de la séance. L'Olcari prit la parole le premier. Le conseiller Vrel Khan se tenait debout, grand, même pour les Olcari, le torse allongé, la tête étroite, sa robe chatoyante de fils thermoréactif. Sa voix était voilée, précise, amplifiée par un nœud traducteur implanté le long de sa colonne vertébrale. « Nous présentons cette demande », a-t-il déclaré avec considération et retenue. Les systèmes de Seuleron Condor et Aldis doivent être rééquilibrés pour la durabilité écologique de notre espace commun. La présence de colonies à haute énergie dans ces secteurs compromet la stabilisation régionale. Il ne s'agit pas d'une expulsion, c'est une réalité. De légers murmures s'élevèrent parmi les délégations. Un silence suivit. Puis, le signal humain fut reçu. Sans qu'aucun humain ne pénètre dans la salle, le flux de diffusion changea. Le plafond s'assombrit. Le sol du Conseil vibra de parasites jusqu'à ce qu'une signature militaire terrestre cryptée vienne perturber le canal cérémoniel. Rion apparut à l'écran. Il était assis. Ni insigne, ni arrière-plan. Juste une lumière en niveau de gris, un mur blanc et sa voix. Il y a 31 ans, les colonies d'Atri, Lowell et Burnick 5 ont été détruites. Les archives officielles attribuaient ces attaques à la piraterie, mais c'était un mensonge. Il hocha la tête. L'image changea. 3 superpositions apparurent, chacune représentant un fragment du noyau de données récupéré dans les ruines d'Olcari. Ordres horodatés, signatures tactiques, glyphes d'autorisation, tous portant le sceau du Haut Conseil Olcari. Élimination stratégique, dit Rayon. C'était le terme employé. Il marqua une pause. De l'autre côté de la salle, le délégué d'Al-Sari, une espèce cristalline aux membres réfractaires et sans visage distinct, émit un léger bruit de résonance et retira ses cristaux de vote. Les Nouati,
êtres exosquelettes partisans de la neutralité, fermèrent les orifices de leurs frondes auditives. De l'autre côté de l'arc, les observateurs de Trelvar baissèrent leurs panneaux d'ambiance. Signal culturel de dissociation. Personne ne les interrompit. La voix de Rion continua, posée. La Terre ne ripostera pas. Nous ne négocierons pas. Il leva les yeux. Nous mettons fin au traité de Concorde. Le conseiller Vrelkan s'avança de nouveau. Il s'agit d'un acte hostile. Vous n'avez aucune autorité pour diffuser. Mais le canal est resté ouvert. Rion lui a coupé la parole. Il n'y aura plus de réunion diplomatique. Aucune sanction n'est demandée. Aucun appel n'est possible. Ce qui a été signé est désormais nul. Puis il s'est tourné vers quelqu'un hors champ et a hoché la tête. Connectez les lignes d'ombre. Lancez la carte. À Genève, la pièce assombrit. À travers des dizaines de systèmes, des nœuds relais sécurisés s'illuminaient en une cascade silencieuse. Sur les lunes minières, les stations, les relais de frais, les fermes orbitales, les écrans passèrent au monochrome. Une grille s'anima, les noms disparurent, les coordonnées se réalignèrent. Les secteurs s'ombragèrent d'un gris silencieux. De retour sur Argélion, le silence s'épaissit. La délégation Olkari ne siégea pas. La mâchoire secondaire de Vrelkan se contracta dans un réflexe nerveux et le traducteur grésilla. « Vous cherchez la guerre », dit Vrelkan. Mais l'écran commençait déjà à s'estomper. Les derniers mots de Rion résonnèrent avant que le signal ne soit coupé. « Nous ne cherchons rien. Vous nous avez offert ce moment. Nous l'avons accepté. » Certaines délégations s'agitèrent, mal à l'aise. D'autres restèrent muettes. Les Nouati restèrent inertes. Les Alsari fermèrent leurs chambres. Le siège humain au Conseil resta vacant. Mais le message était clair. Pas un seul ambassadeur n'avait été envoyé. Pas une seule demande formulée. Et pourtant, les systèmes étaient en mouvement. Les manifestes de frais furent soudainement réacheminés sans explication. Les capteurs de l'espace lointain perdirent leur étalonnage dans les secteurs d'Olkari. Les bandes passantes de communication furent redéfinies. Les scanners atmosphériques à bord des colonies humaines commencèrent à pulser à intervalles synchronisés avec les alignements planétaires. Les scanners sphériques à bord des colonies humaines commencèrent à pulser à intervalles synchronisés avec les alignements planétaires. Dans le silence, rien ne ressemblait à la guerre, mais tout y ressemblait. Et pourtant, aucun vaisseau lancé, aucune arme chargée, seule la carte. Dans la salle tactique sous Eridanus Prime, Rion se tenait de nouveau devant la projection. Le Conseil en a vu la preuve, dit le lieutenant Brecht à côté de lui. Certains hésitaient. Aucun n'intervint. Rion hocha la tête. Ils ne le feront pas. Et maintenant ? Demanda Brecht. Rion fixait les points rouges qui brillaient faiblement dans l'espace Olkari. Maintenant, traçons la ligne. Il leva la main et traça lentement un arc de cercle sur la carte. La ligne pulsait en rouge. Les coordonnées le long de la courbe s'estompaient en gris. Du fond de la pièce, le colonel marin demanda « Envoyons-nous des émissaires ?» Rion ne se retourna pas. Il tapota le dernier nœud. « Non, » dit-il. « Ils ont parlé en premier. Nous avons simplement cessé d'écouter. » Il marqua une pause, puis ajouta « Nous envoyons des protocoles. » Quelque part entre Aldisverge et Rimwood Drift, le silence orbital fut rompu. Une plateforme autrefois désignée comme le relais agricole 97 Epsilon trembla. Des sections de sa coque extérieure pivotèrent avec une précision mécanique, exposant des bras de tourelle immobiles depuis des décennies. Des épines de ciblage automatisées se déployèrent sous un blindage camouflé. Des circuits froids surgirent. Aucune alerte, aucune balise, juste un alignement. Depuis les colonies voisines, les colons levèrent les yeux vers ce qu'ils connaissaient depuis des années comme une station de surveillance météorologique. Ils virent les panneaux bouger, l'antenne relais s'incliner, puis observèrent des rangées de ports de confinement s'ouvrir le long de la crête dorsale, révélant des emplacements de rails à triple canon bourdonnant de charges résiduelles. Aucune alarme ne retentit. Aucun message ne fut envoyé. À l'extrémité de la ceinture de Condor, une station de recherche spatiale lointaine appelée SC-40 et a activé ses pinces inertielles. Elle fonctionnait sous une classification scientifique depuis 28 ans. En interne, son équipage a enregistré des anomalies sismiques, des éruptions solaires et des rapports sur la composition des météores. En externe,
Son rapport de mission a été classé comme exploratoire non tactique. Les trappes de confinement se sont alors ouvertes, les parois des compartiments se sont détachées et 4 réseaux de plasma jumelés ont émergé de ce qui était répertorié dans les archives publiques comme un module de protection contre les intempéries. Le commandant de la station, le docteur Elias Cormer, fixait l'écran. Ses mains planaient au-dessus d'une console que personne ne lui avait jamais appris à utiliser. « Je pensais que c'était, » murmura-t-il. Derrière lui, un technicien junior murmura « Je pensais que c'était un réseau de télescopes. » Cormer ne répondit pas. Il se tourna vers la fenêtre. Au loin, 3 marqueurs de satellites clignotèrent, puis s'éteignirent, dans un ordre parfait. 1, 2, 3. De l'autre côté de cette même ceinture, 2 douzaines de satellites civils changèrent soudainement d'orbite en même temps. Ce qui semblait être des équipements de communication dispersés se réorienta et se regroupa, formant un réseau à travers les vecteurs commerciaux d'Olcari. Leurs transpondeurs de signaux se sont tus. Leurs balises visuelles ont clignoté selon des schémas cryptés. Puis, un satellite météorologique en orbite au-dessus de Aldis a désactivé sa couverture holographique, révélant une tour d'impulsion de 30 mètres qui s'est immédiatement verrouillée en formation d'interception et a commencé à émettre des champs d'atténuation à haute fréquence. Ni bruit, ni brouillage. Silence. Un silence délibéré, tactique. Dans la salle de commandement sous Eridanus Prime, Rion Vex se tenait devant le schéma orbital. Des dizaines de nœuds vacillèrent pour se réaligner. Les couches s'effondrèrent vers l'intérieur. Tous les mouvements étaient synchronisés. Les obus orbitaux tournaient. Les fenêtres d'interception se rétrécissaient. Derrière lui, le lieutenant Brecht s'avança. « Devons-nous alerter les avant-postes civils ?» Rion ne broncha pas. Ceux qui ont besoin de savoir le savent déjà. Ceux qui ne le savent pas ne devraient pas le faire. Et la carte changea à nouveau. Dans l'étendue Polari, la base Olcari 72 détecta un mouvement dans son arc de surveillance. L'imagerie grand champ capta le contour de ce qui semblait être une petite flotte humaine. Les relevés indiquaient 5 signatures de classe transport et 2 croiseurs légers approchant par des vecteurs de flanc. Aucune balise de registre ne correspondait. Le commandant Trollvesch, tacticien militaire Olcari avec 73 cycles de service, activa un balayage complet, début du verrouillage tactique, évaluer le schéma d'approche. Mais lorsque le vecteur cible se consolida, les relevés clignotèrent une fois puis disparurent. À leur place, du bruit. Pas de traînée de chaleur. Pas d'écho de propulsion. Pas de sillage électromagnétique. « Qu'est-ce que c'est ?» s'exclama-t-il. « Où sont-ils allés ?» Un analyste junior prit la parole. « Ce n'étaient pas eux, commandant. C'étaient des projections dispersées, des leurres tactiques, des réseaux d'écho alimentés par des drones. » Les yeux de Trollvesch se plissèrent. « Où sont les vrais vaisseaux ?» Personne ne répondit, car il n'y avait pas de véritable vaisseau, seulement l'illusion qu'ils étaient déjà arrivés. Dans 12 systèmes distincts, des centres agricoles longtemps considérés comme automatisés commencèrent à diffuser des impulsions sous-harmoniques via des bandes de relais orbitales. Les compresseurs de sol se replièrent pour révéler des mâts de capteurs. Les dômes de culture désactivèrent leurs stabilisateurs environnementaux et libérèrent des réseaux de charge dormantes qui commencèrent à émettre des perturbateurs de communication longue portée, silencieux, précis et parfaitement synchronisés. Dans le secteur 8, une unité médicale mobile opérée par le corps logistique civil terrestre lança un nuage de drones d'interférences nanoscopiques. L'événement fut signalé comme une mise à jour de l'étalonnage environnemental. En réalité, il déclencha une panne totale sur 3 plateformes de reconnaissance Olcari. Leurs scanners longue portée devinrent statiques. Leur logique interne signala des signaux fantômes. Flottes ennemies, pics d'énergie, groupes de vaisseaux. Aucun d'eux n'était réel. Mais la panique était là. Dans les secteurs de commandement d'Olcari, la coordination stratégique commençait à s'effilocher. Les analystes de la flotte soumettaient des alertes qui se chevauchaient. Le commandement de la flotte en ignorait la moitié. Trop de bruit, trop peu de contexte. Sur le canal orbital 66, le commandant Jalcor de la 3e flotte de transmission d'Olcari recevait 8 alertes prioritaires contradictoires. Sa voix se brisa. Filtrer les fausses lectures. Mais le système n'y parvenait pas. Les fantômes étaient conçus pour paraître réels, même lorsqu'ils ne l'étaient pas. Le long du corridor d'Arcos, 8 vaisseaux de transport civils humains, longs de plus de 2 km chacun, s'écartèrent des voies commerciales et changèrent de vecteur,
révélant des modules de propulsion et des stabilisateurs de saut depuis longtemps endormis. Leurs coques extérieures, longtemps considérées comme servant à l'isolation des cargaisons, se détachèrent pour dévoiler des sabords d'armes avant et des grilles de défense latérales. Les vaisseaux ne tirèrent ni ne transmettirent. Ils se mirent simplement en formation, un mur en croissant fermant l'espace entre les couloirs. Sur l'Ira Delta, une technicienne en communication civile nommée Reiko Tamelin sortit fumer une cigarette et observa le ciel se transformer, ce qui avait été un motif nuageux normal se divisant en colonnes de lumière. Elle leva les yeux et murmura « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Au-dessus d'elle, la grille supérieure du bouclier de la station se rétracta comme un poumon, révélant la silhouette d'un générateur de bouclier satellite à anneaux multiples, inactif depuis 24 ans. Il s'activa avec une faible impulsion. Son bloc de données vibra. Tous les systèmes autour d'elle furent verrouillés. Elle laissa tomber sa cigarette. De retour dans les secteurs du corps Olcari, l'amiral Veltor examina les rapports d'état de préparation de sa flotte. Il avait déjà constaté 17 anomalies au cours des 2 dernières heures. Des boucliers atmosphériques apparaissant au-dessus des habitations civiles, des coupures de communication, des illusions tactiques, des drones sans signature de source. Il se pencha au-dessus de la table. C'est une escalade coordonnée. Il se prépare au conflit. L'un de ses conseillers, Keshtal, à la peau translucide et striée et à la voix anguleuse, leva le menton. Mais ils n'ont pas engagé le combat. Ils n'ont rien déclaré. Veltor frappa la table du poing. Alors, qu'est-ce que c'est ? Silence. Puis un assistant chuchota. Peut être. Peut être, est-ce du bluff ? Veltor se retourna brusquement. Puis, vérifier. L'assistant cligna des yeux. Comment ? Veltor ne répondit pas. Parce qu'il ne pouvait pas. Rion observait depuis le poste de commandement les données défiler. La carte n'affichait plus de projection. Elle montrait la réalité. Position tenue, point d'étranglement revendiqué, signaux coupés. Il se retourna lentement. État d'avancement ? Brecht parla doucement. Tous les couloirs bloqués, tous les nœuds réactifs. Drones à 74% de saturation. Perte ? Aucune. Aucun engagement. Rayon hocha la tête. Bien. Brecht hésita. Ils finiront par s'en rendre compte. Les Olcari. Ils le voient déjà, dit Rayon. Ils ne le comprennent simplement pas encore. Aucun coup de feu, aucune bannière levée. Mais partout où les Olcari regardaient, la forme de la galaxie changeait, et ce n'était pas eux qui la modifiaient. Le premier croiseur Olcari vira à un angle juste inférieur à la vitesse de libération. Son timonier ajusta son cap vers le corridor Yalari, où les scans précédents avaient indiqué un passage libre. En quelques secondes, 2 autres vaisseaux s'alignèrent sur la même trajectoire, leurs moteurs s'alignant en triangle. Mais dès qu'ils eurent franchi le puits de gravité de Delta Franc, leur télémétrie disparut. « Contact perdu », murmura le sous-commandant Zertan, les yeux rivés sur une console vacillante. Signal coupé en plein ping. L'amiral Veltor se pencha sur l'écran tactique du vaisseau de commandement. Iraskel Turn. Rediriger vers un vecteur secondaire. Utiliser un faisceau silencieux. Essayer de commander. Écho de la station Varkesh. Zertan hésita. Monsieur Varkesh n'a pas répondu depuis plus de 3 cycles. Essayez quand même, rétorqua Veltor. Mais le rayon silencieux ne donna rien. Pas un ping. Pas de parasite. Juste du noir. Ailleurs, au sein de la flotte Olcari fragmentée, de plus petits vaisseaux commencèrent à se déployer, tentant de se regrouper au-delà de l'influence des interférences orbitales terrestres. Ils s'attendaient à des retards. Ils s'attendaient à une résistance. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était une absence totale. L'une des unités d'attaque lança une inversion de confinement classique, une manœuvre si ancienne qu'elle était enseignée dans les premières académies de pilotage. L'escadron pivota sur un axe serré, inversant ses puits gravitationnels arrière pour déstabiliser le confinement projeté et briser la grille humaine par une mauvaise direction. À mi-chemin de la combustion, des alarmes de distorsion retentirent sur leur pont. Flux gravitationnel inattendu, hurla le pilote Teshkor à bord du Kurlon Mesk. Décalage delta dans les vecteurs localisés. C'est impossible. Il n'y a pas de signature de masse. Mais le calcul s'est effondré. L'anomalie n'était pas externe.
Elle était intégrée à la manœuvre elle-même. Les champs de contre-gravité, précédant le couloir, ont réagi avec une précision chirurgicale. Les trajectoires ont été déformées. Le vaisseau de tête a calé en pleine combustion. Un autre lui frappa le flanc. La formation s'effondra. À bord de l'Eriskel Tern, Veltor observa le flux d'informations saccadé et fragmenté. « Nous les avons perdus », demanda-t-il. Zirtan chuchota. « Ils ont disparu. 4 vaisseaux, vaporisés ou irrécupérables. » Veltor se tourna lentement vers son cercle intérieur. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis une voix au fond de la salle dit « peut être qu'il savait ce mouvement. C'est vieux de plusieurs siècles. » Une autre voix s'éleva. « Nous avons appliqué cette tactique à 7 empires. Et aucun d'eux n'a eu 30 ans pour se préparer. » murmura quelqu'un. Personne ne répondit. Dans la galerie de commandement sous Eridanus Prime, Rion se tenait devant la projection. Il ne dit rien, se contentant d'observer. Les arcs bleus des mouvements de la flotte Olkari clignotèrent, se fracturèrent, puis disparurent un à un. Derrière lui, la voix de Brecht était basse. Il croit toujours avoir le contrôle. Rion ne se retourna pas. Il croit toujours avoir le contrôle. Rion ne se retourna pas. Il croit toujours avoir le contrôle. À travers plusieurs systèmes, les unités de la flotte Olkari commencèrent à soumettre des demandes de contournement au commandement secondaire. Les signaux furent transmis, relayés, redirigés, mais au lieu d'être confirmés, les messages retournèrent en boucle déformée. Leurs propres mots, diffusés en différé, étaient déformés et criblés de métadonnées corrompues. Certains messages sont revenus avant d'avoir été envoyés. Une escouade tactique a tenté de contacter la station orbitale Karazlan. Le signal s'est ouvert, ne faisant que résonner leur propre requête en format inversé, avec des impulsions de bruit intégrées conçues pour imiter les clés de chiffrement humaines. L'opérateur de la flotte pâlit. « C'est délibéré », murmura-t-il. Avec des impulsions de bruit intégrées conçues pour imiter les clés de chiffrement humaines. L'opérateur de la flotte pâlit. « C'est délibéré », murmura-t-il. Quelqu'un se moque du canal, ajouta un technicien à côté de lui. Ou quelqu'un est à l'intérieur. Puis il se tourna vers la console et coupa la connexion manuellement. La panique se répandit lentement, puis soudainement. Au commandement de la flotte d'Olkari, à bord du cuirassé Uralvesque, des commandants de haut rang se rassemblèrent autour d'une carte tridimensionnelle. Les secteurs clignotèrent en rouge, jaune, puis gris. Les modèles prédictifs ne parvinrent pas à générer de nouvelles suggestions. Trop d'entrées, trop peu de cohésion. Le commandant Arek dit à Gilles qu'il s'était enflammé, un réflexe de stress propre à son espèce. Rien ne correspond. Aucune courbe prédictive ne tient plus de 90 secondes. Il ne contrecarre pas nos plans, dit le général Yonvar. Plus âgé, plus stoïque. Il retire le plateau, aboya l'amiral Veltor à l'écran. Envoyez des renforts à la poche de Ranlan, aboya Veltor à l'écran. Envoyez des renforts à la poche de Ranlan. S'ils y sont en faction, nous l'avons déjà fait, répondit Yonvar. Veltor plissa les yeux. Quand? Il y a 17 minutes. Et Yonvar tapota l'écran. Les renforts n'arrivèrent jamais. Leur balise s'activa 2 secondes, puis s'éteignit. Pas de traces de brûlure, pas de débris. Ils marchèrent dans quelque chose, ou furent guidés, ajouta Rectel, plus doucement. Veltor siffla. Vous dites qu'on nous a appâtés? Personne n'a répondu. Dans le système Varkal 5, un drone de reconnaissance Olkari revint d'un scan. Seule une différence se produisait. Sa signature avait changé. Les marquages visuels étaient intacts, mais ils se déplaçaient mal. Trop fluides, trop alignés. À bord de la cloche de l'intercepteur, l'officier détecteur Trifkor plissa les yeux. C'est notre drone. Mais il ne nous appartient pas. Confirmez l'identification, dit le capitaine. Il diffuse des codes de séquence inversés. C'est un motif de réflexion utilisé pour la triangulation. Qu'est-ce que cela signifie? Avant que Trifcorp ne puisse répondre, leur réseau de capteurs a émis un signal, puis a implosé. La corvette n'a même pas eu le temps de lever ses boucliers qu'une frappe orbitale précise a réduit ses ponts supérieurs en cendres. Une autre patrouille tenta une contre-attaque directe,
contre ce qu'elle croyait être un campement terrestre avancé. Un groupe de signaux de communication détecté le long de la limite de la zone neutre. La formation d'assaut se courba en un vecteur d'attaque, mais à mesure qu'elle avançait, ces signaux disparurent. Plus rien. Quelques instants plus tard, 5 vaisseaux Olcari perdirent le verrouillage de navigation. 3 d'entre eux tournoyèrent de manière incontrôlable. 2 tentèrent de se recalibrer et furent interceptés par des vaisseaux de soutien humain. Silencieux, désarmés, mais positionnés comme des sentinelles. Avant même qu'un seul ordre ne soit donné, la formation Olcari s'effondra. Au commandement de la flotte Olcari, les voix se superposèrent. Nous devons isoler l'intérieur, verrouiller les canaux du secteur, vérifier l'intégrité du cryptage. Avons-nous été compromis? Veltor leva les 2 mains. Ça suffit. La salle se figea. Il regarda autour de lui, plus lentement maintenant, scrutant les visages, les branchies, la sueur, la panique inexprimée. Quelqu'un leur fournit des données, dit-il. Ce niveau d'anticipation est impossible sans sabotage, répondit Jean Var, la voix rauque. Ou peut être que ce n'est pas du sabotage. Comment ça? Il n'intercepte pas. Il ne s'adapte pas. Il le savait déjà. Arectel ajouta doucement. On dirait qu'il guette chaque mouvement. Puis un autre officier cria depuis le pont latéral. Commandement, le nœud de secteur Varshan vient d'être déconnecté. Aucun impact détecté. Aucune interférence. Juste éteint. Le silence se prolongea. Puis quelqu'un murmura « Rien ne fonctionne ». Une autre voix ajouta « Rien n'est sous contrôle ». Les premiers signes provenaient du réseau logistique d'Okari, au-dessus de Seterin Reach. Les manifestes d'approvisionnement s'éteignaient en cours de route. Une douzaine d'itinéraires de fret étaient déclarés incomplets en moins de 3 minutes. Les rapports étaient déclarés incomplets en moins de 3 minutes. Un par un, les journaux d'expédition des fermes orbitales, des convois médicaux et des remorqueurs de carburant sont revenus, non pas comme retardés, mais effacés. Au commandement central de la station Olcari, Vartej 12, le sous-directeur Kyle Vahan a examiné les colonnes de rapports clignotantes. Ce n'est pas de la latence, a-t-il dit à voix haute. Elles ont juste disparu. Personne n'a répondu. Le centre de communication était presque silencieux. Les systèmes d'arrière-plan sont toujours en ligne, mais la bande passante sortante est restreinte. Les voyants d'état clignotent en orange. Chaque requête renvoie la même réponse. Aucune route disponible. Les hôpitaux des zones neutres ont été les premiers à ressentir l'effondrement. Les cliniques d'urgence de Rescal ont signalé la disparition de capsules d'oxygène. Les Medfrigs ont été redirigés 5 fois avant d'être signalés comme non conformes. Dans plusieurs stations, les réserves d'énergie ont chuté sous le seuil, les cœurs de fusion attendant un réapprovisionnement isotopique qui n'arriverait jamais. Le docteur Joril Vess, directeur du service sanctuaire à bord du Kenshari Ring, se tenait dans l'embrasure de la porte de son unité de soins intensifs, observant les moniteurs de vie passer en mode veille. Il coupe les couloirs, marmonna-t-il. Il ne tire pas, il ferme juste l'espace. En orbite au-dessus, 5 cargos civils ont rompu leur formation, tentant de sortir par les voies ouvertes de la bande 3. Ils n'ont jamais atteint le couloir de saut. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés dans leur filature. 3 drones humains, chacun les encerclait dans une sphère étroite. Aucune arme dégainée, aucun ordre donné. Juste un guidage silencieux vers les vecteurs de confinement près de l'Oralis Prime. Une fois amarrés, les équipages d'Olcari ont été escortés hors de leur vaisseau par des manipulateurs mécaniques. Non létals, non invasifs, mais absolus. Toutes les communications étaient restreintes. Tous les systèmes étaient verrouillés. Chaque vaisseau a été saisi sans qu'un seul humain ne soit physiquement présent. À l'heure actuelle, certains capitaines de cargo tentèrent d'activer les codes de navigation d'urgence. Les systèmes ne rejetèrent pas les commandes. Ils renvoyèrent simplement un espace vide. Plus de vecteurs, plus de trajectoires. Les étoiles qu'ils connaissaient ne correspondaient plus à la grille. Sur les canaux diplomatiques, les émissaires d'Olcari hurlèrent sur des bandes de fréquences neutres. Vous violez le droit humanitaire interspécifique. Vous bloquez les voies de communication vitales des civils. Vous commettez une éradication passive. Aucune réponse ne vint. Au centre stratégique terrien d'Eridanus Prime, Rion se tenait dans la salle centrale tandis que les cartes des secteurs pulsaient en vagues d'un rouge doux. Chaque clignotement marquait une zone fermée, un couloir scellé. Le lieutenant Brecht approchait.
Delta 9 et Varteta désormais isolés. Rion ne cilia pas. Il leva la main, sélectionna 4 autres systèmes sur l'écran et traça un arc de commande silencieux. Les zones s'assombrirent. Verrouillage total, dit-il. Sans exception. Sa voix ne s'éleva pas, mais chaque mot scellait un secteur. Sur le porte-avions Olkari Tesh-Vora, en orbite près de la station neutre Merkel, le commandant Vostan observait depuis le pont supérieur la fermeture de leur dernier port d'évacuation des réfugiés. Avant que la mise à jour ne soit prise en compte, 3 autres avant-postes disparurent de l'écran. Son adjudant, Krelsot, se retourna. Ce n'était pas une attaque. Je sais, répondit Vostan. Il n'attaque rien. Alors, qu'est-ce que c'est? Vostan fixa la carte vide. Confinement. Plus loin dans le couloir, un autre groupe d'évasion tenta un saut latéral. Une série de sauts à moyenne portée au-dessus de ceintures de gaz non enregistrées. Leurs moteurs tournaient, les cartes se chargeaient. Mais dès qu'ils entrèrent en phase de calibrage de saut, les nouvelles coordonnées disparurent. Les 5 vaisseaux furent contraints à une décélération manuelle. Les attendants, des croiseurs humains sans signal, aucune arme armée, juste des corps dans l'espace. Bloquant la sortie, les vaisseaux Olkari tentèrent de faire marche arrière. Un autre mur, nulle part. Certains tentèrent de discuter. D'autres envoyèrent des demandes de protestation cryptées. Aucune réponse ne fut donnée. Des drones encerclaient les ports restants. Chaque unité était chirurgicale. Programmée pour le balayage passif, le contrôle de verrouillage et la perturbation vectorielle. Ils n'endommagèrent pas les infrastructures. Ils ne tirèrent pas. Mais ils firent comprendre. Rien ne part. Sur la station diplomatique, Jarn Kor, un jeune assistant Olkari nommé Vetkar, courait de console en console, observant les demandes d'évasion planétaire être réacheminées, refusées, annulées. Dans les couloirs diplomatiques, le haut conseiller Ledval tenta d'obtenir une rencontre avec l'ambassadeur terrien. La réponse arriva par une ligne filtrée. Aucun engagement diplomatique n'était prévu. La ligne fut coupée. Ledval serra les 4 doigts de sa main. Il nous raye du couloir. Il nous raye du couloir. Son chef d'état-major demanda « Que faire ?» Il n'obtint aucune réponse. De retour sur Éridan, Rion se tenait seul tandis que la dernière cascade de systèmes sombrait dans l'obscurité. « Le dernier vecteur de sortie vient de s'effondrer, dit Brecht. Rion hocha la tête. « Dois-je informer le commandement central de la Terre ?»« Pas besoin, » dit Rion. La carte l'a déjà fait. Il se tourna vers un écran latéral. État des secteurs portuaires. Tentative de départ toujours en cours. Certains vaisseaux civils résistent au confinement. Envoyer des schémas d'interception. Protocole léger, passif. Brecht marqua une pause. Même pour les civils, Rion lui jeta un coup d'œil. Tout le monde, dit-il. Aucune exception. Brecht hocha la tête, sans rien ajouter. Depuis sa console, Rion envoya un message à courte portée sur les fréquences Olkari encore ouvertes. Le message comptait 10 mots. La guerre est finie. Vous étiez simplement les derniers à le savoir. Sur le cuirassé Uralvesk, Veltor observait en silence les 3 derniers avant-postes s'estomper sur son tableau de bord. Le général Janvar s'approcha. Nous avons perdu le contact fonctionnel avec 7 secteurs clés. L'amiral Veltor expira par son sac vocal secondaire. Combien se sont rendus? 8 unités complètes? 3 autres non confirmées? Veltor jeta un coup d'œil à son aide tactique. Statut de la 9e? En retraite. Ils ont choisi le repli. Yonvar intervint. Destination? L'aide hésita, Sarn cale silence, Veltor hocha la tête une fois. C'est neutre, ancienne colonie minière. Pas d'installation majeure, Yonvar regarda. Pensez-vous qu'ils suivront? Veltor secoua la tête. S'ils voulaient notre mort, nous serions déjà partis. Il regarda de nouveau l'écran Sarnkal et neutre. Il prit une lente inspiration. Voilà, nous aurons le temps de nous regrouper. Une faible lueur de chaleur parcourut les scanners orbitaux, tandis que la 9e flotte Olkari se stabilisait au-dessus de Sarnkal. La planète désertique en contrebas s'étalait en d'infinis dégradés d'ocre et de cendres, fracturés par d'anciennes cicatrices tectoniques. Seul signe de présence humaine, une installation minière à moitié enterrée, dépouillée et depuis longtemps disparue. Pas de signaux de communication, pas de défense orbitale, pas de vaisseau,
juste de la poussière et de la décomposition. L'amiral Vector, debout à bord du vaisseau de commandement Rascatel, étudiait la télémétrie. Sa peau grise était tendue sur ses pommettes saillantes et ses crêtes crâniennes fléchies par la concentration. Les crêtes de sa tempe, autrefois brillantes de pigments, s'étaient ternies au fil des années de commandement. Des scanners passifs confirment une production géothermique résiduelle, expliqua le technicien Velkin, penché sur une console cristalline. Ses mandibules jumelles claquaient doucement tandis qu'il ajustait les filtres. Cela correspond à une faible dégradation atmosphérique, aucun signe de systèmes actifs. L'amiral plissa ses yeux noirs sans paupières. Signalons à la flotte de se mettre en formation en orbite basse. Position de défense minimale. Nous tenons jusqu'à la fin du regroupement. Un concert de confirmation résonna sur la passerelle. La flotte se détendit, les formations s'élargirent. Les chasseurs se mirent en alerte. Un léger soupir de soulagement parcourut les rangs. Sarnkal était silencieux. Neutre. La solution de repli idéale. Ce que personne ne remarqua, c'était la tendance. Sous la surface du monde mort, des signaux pulsaient, si faibles qu'ils se fondaient dans le bruit ambiant, si précis qu'ils reflétaient les rythmes irréguliers des interférences climatiques, des efflorescences thermiques synchronisées avec les changements géologiques, des nœuds énergétiques masqués par la décomposition minérale. Chaque fluctuation était calculée pour respecter des marges d'erreur acceptables. Et juste sous le centre orbital, un champ de résonance s'est déclenché. Il n'a émis aucun bruit, il n'y a eu aucun pic d'émission, mais il a attendu. Le commandant Kyle Thor, à la tête de la frégate de reconnaissance Jaskal Varn, détachée de la flotte pour une descente orbitale de vérification de surface, a initialisé son timonier, a signalé une approche vectorielle standard, des capteurs passifs, seulement la frégate a plongé dans la haute atmosphère dans un arc lent, les niveaux de chaleur ont augmenté de manière prévisible, le rayonnement dans les limites de tolérance, puis hausse soudaine de température, a dit l'officier scientifique. Localisé. À 35 km au nord-est de l'installation minière, l'écran s'embrasa de bouffées de chaleur, une symétrie surnaturelle. « Qu'est-ce que c'est » demanda Kaltor. L'image s'agrandit. Des fissures du sol s'élargissaient en arcs réguliers et répétitifs. Des lignes qui n'appartenaient à aucune formation naturelle. Puis, dans un rugissement qu'ils sentirent à travers la coque, la croûte de Sarnkal se fendit. L'acier s'éleva de la poussière. Un anneau de tour, disposé en cercle concentrique, s'éleva à l'unisson sous le désert. Chaque tour siffla et pivota pour s'aligner, ses panneaux extérieurs se rétractant pour révéler des réseaux de lanceurs multipivots. Des fusées infrarouges s'allumèrent, tandis que des nœuds de ciblage se mettaient en marche, traquant non seulement le Jaskal Varn, mais tous les vaisseaux situés au-dessus. En orbite, les alarmes retentirent, la surface s'activa. Contact rétabli avec un inconnu. Communication brouillée. On nous peint. Le Jaskal Varn transmit une impulsion d'urgence, mais personne ne l'a reçue. Des interférences bloquèrent le canal. Un brouillage, dense et délibéré. De retour sur le Rascatel, Vector resta figé. D'où venaient ces structures ? Hurla quelqu'un. Les mandibules de l'amiral se déplacèrent, mal à l'aise, ils attendaient, puis le ciel changea, les relevés gravitationnels se multiplièrent à travers la flotte, chaque vaisseau dérivait puis sursautait comme s'il était attrapé par des mains invisibles sous des générateurs Sarnkal de la taille de pâté de maison pulsés vers le haut, simulant la masse, la gravité locale, les trajectoires d'évasion déformées, pliées en vecteurs de défaillance, les moteurs de saut échouaient. Une corvette, Venkel II, tenta de déclencher une poussée d'urgence. Le vaisseau fit une embardée avant de reculer brutalement. Un dôme de force, invisible aux senseurs nus, bloqua son mouvement et envoya la corvette en spirale avant que les stabilisateurs ne reprennent le contrôle. Commande d'urgence. Vecteur de repli Bravo 7. Aucune réponse. Tous les vecteurs de repli étaient bloqués. La flotte commença à manœuvrer. Désespérée. Calculée. Doctrine de retraite standard. Mais l'espace lui-même avait changé. Des barricades invisibles s'étaient engagées. Des filets verrouillés en orbite étaient projetés depuis des émetteurs enfouis dans la haute ionosphère de la planète. Il n'y avait nulle part où fuir. À bord du Rashirkin, un technicien Olkari nommé Veshlor s'efforça d'isoler un signal sortant à travers les parasites. « Je peux tracer un chemin à travers la bande marginale », cria-t-il. « Envoie de nouvelles coordonnées de saut. » Il les transmit,
et reçut une réponse. Le signal fit une boucle, parfaitement reproduit, puis fut rediffusé depuis un autre quadrant de la flotte, désormais amplifié, signalant à plusieurs navires un marqueur ami. En quelques secondes, 2 corvettes adjacentes se réalignèrent sur les coordonnées et ne trouvèrent rien. Juste un silence. L'un d'eux était coincé dans un repli de champ et immobilisé. L'autre tenta de faire marche arrière et déclencha une cage tactique complète. Qui avait envoyé ces coordonnées? Chuchota Veslor. Personne ne répondit, car personne n'avait répondu. Le signal avait été réfléchi. Un appât, conçu à l'envers, un écho de la tromperie Olcari se retournait maintenant contre eux. La prise de conscience se fit lentement, froidement, mécaniquement. L'amiral Vector regarda le piège se refermer. « État du Jascalvarn » demanda-t-il. « Toujours cloué au sol » dit son officier d'une voix creuse. Sans réponse. L'amiral expira. Il n'était jamais neutre. Sous eux, le sol ne ressemblait plus à un désert. Il ressemblait à des dents. Le ciel de Sarnalcal s'obscurcit sous un treillis de force invisible. Chaque voie de retraite se ferma. Chaque signal filtra. La 9e flotte était suspendue en orbite comme des animaux dans une boîte de verre, et le piège commençait à peine à se resserrer. Le premier canon émergea du sable dans un sifflement de poussière pressurisée, puis un second, un troisième. En quelques secondes, des dizaines de structures identiques percèrent la surface de Tsarnakal, tels les crocs d'un prédateur enfoui, leurs conteneurs se positionnant, leurs tourelles de dispersion atmosphérique se déployant en une coordination silencieuse. Leur coque d'un noir mat miroit sous la chaleur, réfractée par le désert, synchronisés comme des instruments d'orchestre attendant le premier coup. Aucun avertissement ne retentit. Depuis l'orbite, la 9 flotte Olcari observa une lumière cramoisie éclairer la surface. Des faisceaux alignés sur une grille s'élevaient à travers la brume et la distorsion thermique, formant des marqueurs en treillis qui pulsaient selon un rythme géométrique précis. Puis le rouge commença à se courber vers l'extérieur, à s'élever lentement et à se connecter, formant un dôme complet au-dessus de la flotte. Bouclier de confinement, aboya le commandant Tesclor à bord du porte-avions Castrivarne. Origine multiple, pas de diffraction atmosphérique. Nous sommes confinés. Il était déjà en mouvement lorsque les moteurs hurlèrent. 2 frégates, Neshkor 4 et Trivan Rek, activèrent leur propulsion d'urgence. Leurs modules arrière s'enflammèrent à pleine puissance. Les vaisseaux restèrent immobiles. Leurs champs de propulsion vacillèrent, les boucles de rétroaction explosant en étincelles bleues sur les panneaux internes. La navigation échoua. Les groupes d'affichage se réinitialisèrent en cascade. L'équipage du Neshkor 4 hurla, tandis que la pression du liquide de refroidissement dépassait la ligne rouge, provoquant un arrêt forcé. Boucle système, hurla un ingénieur Olcari, les mâchoires tremblantes. Nous avons été isolés de nous-mêmes. Puis, depuis le pont de commandement du Rectal, un vaisseau situé à l'extrémité de la flotte, un dernier choix désespéré. Tentative de saut, appel du pilote Vershkan. Le moteur s'emballa. L'implosion se produisit avant la fin du compte à rebours. Une déchirure gravitationnelle localisée se forma à 200 mètres au-dessus de la coque. L'énergie se fracassa, brisant la colonne vertébrale magnétique du vaisseau. Sa partie centrale s'effondra. Les ponts avant se replièrent sur eux-mêmes et s'écrasèrent à la surface de Sarnkal dans une traînée de fumée noire et de débris cinétiques. Puis le message arriva. Toutes les fréquences, civiles, militaires, d'urgence, diplomatiques, s'enflammèrent en même temps. La langue Olcari, parfaitement codée, claire, monocorde, impitoyable. Vous saviez que vous mentiez, nous le savions aussi. La différence, c'est que nous n'avons jamais oublié. Silence à nouveau. Sur le pont du cuirassé Yeltok, le commandant des opérations Vector fixait les écrans figés. Chaque affichage clignotait et restait immobile. Personne ne bougeait. Son officier des communications, Larntesh, déglutit difficilement. Commandant, une voix derrière lui, à peine audible. La conseillère Isharavel, la peau grise presque blanche de tension. Ils avaient planifié cela depuis 30 ans. Vector ne se retourna pas. Non. Sa voix était d'un froid glacial. Il vivait pour cela. Avant que la reddition ne puisse prendre forme, les étoiles se mirent à nouveau à bouger. Dans 12 autres zones neutres, des séquences identiques s'activèrent. Des tours apparurent.
Des canons s'alignèrent. Des marqueurs rouges sillonnèrent l'orbite. Des vaisseaux s'immobilisèrent en pleine manœuvre. Des blocus furent enclenchés avant même que quiconque puisse en reconnaître le schéma. Ce n'était pas seulement Sarnkal. Ça n'avait jamais été que Sarnkal. 2 vaisseaux Olkari, le Belcharmek et le Dorms, virèrent brusquement vers la limite supérieure de l'atmosphère. Pleine puissance, montée d'urgence. Leurs capitaines donnèrent l'ordre d'ignorer les protocoles de retenue et de forcer le blocus. Le ciel s'ouvrit devant eux, l'espace d'un instant, puis les plateformes lunaires clignotèrent. Des intercepteurs tirèrent depuis des positions que les Olkari avaient repérées comme des stations de cartographie minérale des décennies auparavant. L'air brûla de traînées de phase. Le Belcharmek se scinda en 2 fractures médianes. Les Dorms s'enflammèrent par l'avant, tournoyèrent et disparurent dans un tourbillon de feu silencieux. Un 3e vaisseau tenta une fuite latérale, dans un couloir qui n'existait pas. Il trouva un mur de projecteurs de masse. 3 autres suivirent, chacun transmettant des alertes. Aucun ne franchit la 2e ligne de champ. L'un d'eux fut dévié par un courant de cisaillement artificiel. 2 autres heurtèrent des grilles invisibles et explosèrent sans même avoir le temps de crier. D'autres commencèrent à se rendre. Dans toute la flotte, les systèmes de coupure de propulsion se déclenchèrent. Les évents extérieurs s'ouvrirent. Les coques s'illuminèrent de balises passives. Le silence de la reddition aurait dû apporter un soulagement. Il n'en fut rien. Le chaos s'installa. Un vaisseau éclaireur vira trop tard et percuta un porte-avions patrouilleur déjà à la dérive. La collision divisa les 2 vaisseaux en spirale de poussée désordonnée. Les membres d'équipage furent largués. Les étoiles autour de Sarnkal se remplirent de débris à la dérive. Et pourtant, aucun vaisseau humain ne tira. Aucune réponse. Juste des tours, des boucliers, le silence. Au-dessus du désert, Ryan Vex observait depuis la station de commandement terrienne en orbite hors de portée visible. Son écran n'affichait aucune alerte clignotante, aucune analyse du niveau de menace, seulement les lignes de contrôle en expansion. Sarnkal avait fermé, tout comme Jareth Kin et Eurontes, ainsi que tous les nœuds de repli que les Olkari avaient signalés comme à faible risque ou non stratégiques. C'étaient tous des pièges. La 9 flotte Olkari flottait dans le ciel, divisée en formations de triage, en épaves explosives et en orbites de reddition passive. Le traité n'était pas rompu. Il était exécuté. Salut humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez. Ou dites-moi simplement bonjour si vous préférez. Dans tous les cas, j'adorerais avoir de vos nouvelles. N'oubliez pas de consulter le commentaire épinglé. Croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Oh! Et une dernière chose, j'ai sélectionné une autre vidéo à vous proposer. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici pour la playlist complète. On se voit là-bas.